Bienvenue dans ce nouveau tuto jQuery. Nous allons y apprendre à échanger des données entre un serveur HTTP et un navigateur web en utilisant les technologies Ajax et les services web. Alors tout comme pour les tutos jQuery précédents, je vous propose d'utiliser mon support de cours. Vous le retrouvez sur le site cours.fr. Vous allez dans la section développement web et au niveau du panneau latéral, vous devriez retrouver le lien vers le support jQuery. Choisissez bien entendu le chapitre en lien avec les manipulations Ajax. Alors avant de vous parler d'Ajax et de JavaScript, je voudrais dans un premier temps revenir sur tout ce qui touche au serveur HTTP. Alors effectivement, il va falloir qu'on y stocke des services web de type RESTful pour pouvoir fournir des données que le navigateur va pouvoir consommer. Donc il faut bien entendu qu'on télécharge un serveur et puis il faut qu'on choisisse une technologie qui va tourner au niveau de ce serveur. On aurait plusieurs choix possibles. On pourrait imaginer faire un serveur web avec les technologies PHP. On pourrait utiliser les technologies Python avec le framework Django. On pourrait encore utiliser du JavaScript avec Node.js ou pourquoi pas de l'ASP.NET. Pour ma part, ceux qui suivent assidûment mes supports le savent, moi j'ai une préférence pour le langage de programmation Java. Donc ici, je vais vous proposer plutôt d'utiliser des services web basés sur l'architecture Java EE. Donc du coup, la première étape consiste à télécharger un serveur HTTP compatible Java. Je vous propose d'aller sur le site tomcat.apache.org. Donc on a bien un serveur HTTP qui est compatible avec les technologies Java. Très bien. Ici, vous avez un bloc qui vous permet de faire différents downloads. Bien entendu, je vous propose de choisir la version de Tomcat la plus récente. Il faut savoir, Tomcat est codé en Java. Et une des forces de Java, c'est d'être portable multiplateforme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit un programme en Java, normalement, on peut le faire tourner aussi bien sur du Windows, du Mac, du Linux, du Unix, et ainsi de suite. Il en va de même pour Tomcat. Donc en vérité, on va télécharger un zip qui contient le code, il est en Java, et donc il devrait pouvoir fonctionner quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Il s'avère que c'est un petit projet, il n'est pas énorme, il fait 10 mégas, et donc le temps de téléchargement est assez rapide. Au terme de ce téléchargement, vous devriez normalement, au niveau du répertoire download de votre système, retrouver le zip. Pour ma part, je vais l'extraire ici. Ça ira très bien, c'est une démo. Vous pouvez le mettre où bon vous semble. Allez juste très rapidement, mais dans lib, vous avez toutes les librairies Java qui constituent le serveur. Et dans bin, vous avez les lanceurs. Et en vérité, vous avez systématiquement deux types de lanceurs. Un .sh pour les systèmes Unix ou dérivés. Je considère aussi Mac. Mac, c'est un Unix BSD, donc les .sh s'exécutent sur Mac. Et puis si par contre vous êtes sur Windows, vous avez des .bat à ce niveau-là. Très bien. Je reviens au niveau de mon Eclipse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier tuto jQuery, j'avais déjà un petit peu anticipé la démo que je suis en train de vous présenter. Et donc, je vous avais déjà proposé de créer un projet web un peu particulier. Le projet Web Store, ici. Pour l'avoir, nous avions cliqué bouton droit de la souris au niveau de l'explorateur de projet. Nous étions allés sur New, Other, et ici, au niveau de la section Web, nous avions choisi Dynamic Web Project. Un Dynamic Web Project, c'est un projet qui contient des technologies Java côté serveur. Du coup, le fait d'avoir créé ce projet nous a reconfiguré la perspective. Il s'est placé sur une perspective de type Java EE, et donc on a un onglet serveur qui nous permet de piloter le serveur HTTP avec lequel on va travailler. Donc le serveur a été installé, il est sur votre machine, il est prêt à fonctionner. Là, on va juste faire une toute petite configuration qui va permettre à Eclipse de connaître ce serveur. Quand on aura fait cette configuration-là, on aura des boutons ici qui nous permettront, sans forcément quitter votre atelier de développement, de pouvoir contrôler l'état du serveur. On y va, regardez, je clique. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais agrandir un petit peu la fenêtre, vous avez toute une liste de serveurs Java compatibles donc avec la technologie Java EE. Nous, on va aller dans l'éditeur Apache. Vous retrouvez ici différentes versions de Tomcat et bien entendu, nous, on veut un Tomcat 9. Vous faites Next. Normalement, là, vous n'avez rien. Vous faites Browse et vous choisissez le chemin vers votre serveur Tomcat. Moi, je l'avais fait préalablement pour faire quelques petits tests. C'est pour ça qu'il se souvient de mon chemin.
Si jamais vous vous trompez à ce niveau-là et que vous n'avez pas choisi le bon dossier, normalement vous aurez une petite pastille rouge au niveau du bandeau supérieur hein, qui vous dira que ce n'est pas un bon dossier, il ne contient pas une installation de Tomcat. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Une fois que vous avez fait browse et que vous avez sélectionné le dossier adéquat, vous cliquez sur Finish. Regardez, maintenant, il connaît mon serveur. Le truc, vous avez vu, c'est que là, j'ai essayé de dérouler l'arborescence. Pour le moment, il n'y a strictement rien au niveau de ce serveur. Bon, c'est pas grave, je vais néanmoins le démarrer. Regardez, je clique sur Start. Du coup, il oscille entre la vue serveur et la vue console. Bon, dans tous les cas, il a démarré. Il me dit que tout est au point. Hein. Il a mis 1 seconde 5 pour en arriver là. Donc, on va faire quelques tests. Regardez, je reprends mon navigateur. Et ici, je vais taper http:// localhost. Et il faut savoir que par défaut, il considère que c'est un serveur de développement. Il s'est mis sur le port 8080. Si vous souhaitez changer le port d'écoute de votre Tomcat, il n'y a aucune difficulté. Il vous suffit d'aller regarder dans un dossier qui s'appelle conf, normalement, au niveau de votre installation de Tomcat. Et vous avez ici les fichiers de configuration du serveur qui vous permettraient de pouvoir changer ces configurations. Regardez, je vais ouvrir ce dossier, ce fichier. Et donc un petit peu plus bas, vous avez le connecteur ici qui définit comme port d'écoute le port 8080. Bon, petite parenthèse close. Donc du coup, je demande à obtenir mon serveur. Et là, on voit qu'on a une erreur 404. Mais en tout cas, ça veut dire que le serveur répond. Si jamais le serveur n'avait pas été là, regardez, je l'arrête. J'aurais plutôt eu ce message d'erreur me disant que le site est inaccessible. Donc là, très bien, il répond. Alors pourquoi il me dit 404 ? Parce que quand j'ai tapé mon URL ici c'est une Uniform Resource Locator. La ressource que j'ai demandée, il ne l'a pas trouvée. Le problème c'est que j'ai rien déployé dans le serveur, il n'y a strictement rien. Donc du coup il ne voit rien. Pour pouvoir déployer mon application, ici on a ce qu'on appelle un serveur d'application Java EE. Quand je dis application, je le dis au pluriel. Ça veut dire que je peux déployer plusieurs applications dans mon serveur. D'accord ? Donc ici, si je fais bouton droit et que je fais Add and Remove, vous voyez ici, vous pouvez choisir votre application Web Store et la déployer au niveau du serveur. Si vous vouliez la supprimer du serveur, excusez-moi, vous pouvez la supprimer du serveur. On a fait un undeploy. Il y a une autre solution, ça consiste à prendre soit directement le site, l'application, soit une page de l'application et de faire bouton droit, Run as, Run on Server. Alors là, ça fait tout. Ça compile votre projet, ça le déploie sur le serveur et ça ouvre un navigateur sur la page en question. Et là, regardez, cette fois-ci, maintenant, j'ai une ressource. Et en gros, j'ai l'application Web Store qui a été déployée au niveau du serveur. Et donc, j'ai bien ma page catalogue.html qui répond. Alors, cette page, en vérité, c'est la page qui est ici. J'ai commencé un petit peu à préparer une démo, mais on est très loin d'avoir fini. Au niveau du code JavaScript, pour le moment, il ne se passe strictement rien. Donc du coup, voilà, la seule chose qu'on va voir, c'est le contenu de cette page. On note qu'a priori, on va afficher des articles présents dans un catalogue de vente en ligne. Et on va pouvoir cliquer sur des boutons suivants et précédents qui nous permettront de choisir l'article qu'on voudrait, pourquoi pas, par la suite rajouter à notre panier. Seul problème, pour le moment, on a les étiquettes devant les champs de l'article. Par contre, on n'a aucun article à présenter, donc il va falloir travailler. Vous avez vu ici, j'ai mis des spans qui correspondent aux zones d'insertion dans lesquelles il va falloir qu'on insère les données qu'on va télécharger à partir du serveur. Donc très bien, pour le moment, on a un serveur HTTP. Il est compatible avec les technologies Java. Il semble fonctionner parfaitement et donc on arrive à demander nos pages. Très bien. Maintenant, il va falloir s'intéresser à comment renvoyer des données à partir de ce serveur. Alors, si vous voulez un serveur HTTP, en faisant une très grosse caricature, il contient des ressources. On est d'accord, quand on parle de HTTP, pour pouvoir se connecter à un tel serveur, on établit donc des URL, des Uniform Resource Locator, qu'on va saisir dans la barre d'adresse et qui vont nous permettre de localiser sur le serveur une ressource donnée. Ces ressources, soit elles sont à destination d'un humain, une page HTML,
une image par exemple, soit elles sont à destination d'un autre programme. C'est le cas des services web. Un service web, c'est un bout de code qui est donc hébergé par le serveur HTTP et qui est capable de produire une donnée qu'un autre programme va exploiter. Dans notre cas à nous, le programme qui va exploiter ces données, ce sera notre page JavaScript jQuery, et ce sera via les composants Ajax qu'on va récupérer ces données et les intégrer dans la page web. La page web, elle, effectivement, elle sera bien à destination d'un humain. Donc il faut qu'on arrive à stocker des ressources dans notre serveur. Alors en vérité, les web services, il en existe de deux natures. On a les web services, je dirais, traditionnels, historiques. Ceux-là, ils utilisent la technologie SOAP, S-O-A-P. SOAP, c'est Simple Object Access Protocol. C'est basé sur des technologies XML et en gros, quand vous échangez les données, on échange un flux XML. Ça marche bien, ça a une certaine philosophie, on va dire. Par contre, ça pose au moins un problème, c'est que le XML, c'est très verbeux et donc au niveau de la bande passante, ça consomme beaucoup. Par la suite, sont arrivés d'autres types de services web, ce qu'on appelle les web services, les services web RESTful. Alors RESTful, c'est un type d'architecture. REST, c'est en vérité un acronyme qui veut dire Representational State Transfer. L'idée, c'est de revenir à l'essence même de ce qu'était un serveur HTTP lors de sa création au début des années 80. C'est-à-dire c'est un conteneur de ressources. Sur ce conteneur, on va demander une URL et il va nous renvoyer la ressource en question. Alors en vérité, je dis renvoyer, mais ça se discute. Ces ressources qu'on va héberger sur le serveur, dans notre cas à nous, ça va être les articles du catalogue. On va vouloir browser un catalogue et afficher un certain nombre d'articles. Nos ressources, ce sont nos articles. Ces articles, on peut imaginer qu'on ait plusieurs types d'actions à y effectuer. On peut chercher à les consulter, ce sera le cas de cette page-là. Mais on peut imaginer aussi qu'on ait besoin d'insérer un nouvel article. On peut envisager que sur des pages d'administration au niveau du site web, l'administrateur du site puisse produire des nouveaux articles. On peut imaginer que son fournisseur soit en rupture de stock sur un article, donc dans ce cas-là, il faudrait supprimer un article du catalogue. On peut aussi imaginer qu'il y ait des mises à jour nécessaires. Je ne sais pas, le fournisseur a fait des augmentations au niveau du tarif de l'article. Nous, il faudra bien à un moment donné qu'on arrive à mettre à jour l'article au niveau de notre serveur pour qu'il puisse être vendu un petit peu plus cher. Donc du coup, on a besoin de 4 opérations, ce qu'on appelle les opérations CRUD. Ça, c'est peut-être une terminologie que vous connaissez, c'est assez classique comme terminologie. On parle de CRUD quand on veut désigner les opérations de base que sont le create, le read, le update et le delete. Et au niveau du serveur HTTP, si vous avez des web services de type RESTful, en fonction de la nature de la requête HTTP que vous allez effectuer, vous aurez accès à l'une de ces actions CRUD. Les verbes HTTP, alors il faut savoir qu'il en existe un certain nombre au niveau du protocole HTTP. Quand vous établissez une requête, on peut avoir une requête de type GET, on peut avoir une requête de type POST, PUT, DELETE, ADD, TRACE et quelques autres. De mémoire, il y en a 8, si je ne dis pas de bêtises. Nous, dans ces différents verbes, on va en considérer que 4. Get, POST, PUT et DELETE. Et ces 4 verbes HTTP, ces 4 types de requêtes HTTP, seront en lien direct avec les 4 actions CRUD qu'on va chercher à obtenir sur nos ressources. Regardez ici, il y a pas mal de choses. Je vous invite fortement à lire toutes ces informations. C'est très enrichissant. Mais disons que je vais à l'essentiel. Et donc ici, on a un tableau. Là, vous avez la mise en correspondance entre les 4 verbes HTTP et les actions qui sont associées. Donc le get, c'est pour lire une ressource. Le put, c'est pour updater une ressource, pour faire une mise à jour. Le post, c'est pour insérer, pour créer une nouvelle ressource. Le delete, vous l'aurez compris, c'est pour supprimer une ressource au niveau du serveur. Et il faut savoir que les web services de type RESTful n'imposent strictement rien en termes d'échange. Vous pourriez faire du RESTful et échanger en XML. On pourrait aussi échanger dans un format texte maison que vous auriez pu définir. Dans ce cas-là, à vous de faire les différents parseurs pour déstructurer et restructurer les données. On a une dernière possibilité, c'est d'utiliser un format un petit peu à la mode, c'est le JSON. Le JSON, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est JavaScript, Object Notation, ça tombe bien par rapport à nous, il y a un lien fort avec JavaScript. Donc côté navigateur,
Ça risque d'être pratique à utiliser. On validera ces points-là un petit peu plus tard. Donc très bien, on veut mettre en œuvre un web service de type RESTful pour pouvoir manipuler nos articles. Bien entendu, dans une vraie application, des web services, vous en avez un grand nombre. On n'a pas qu'un seul type de ressources sur un serveur. Là, peut-être qu'il faudrait que je gère aussi les commandes. Si jamais les utilisateurs peuvent établir des commandes, il faudrait peut-être que j'ai des web services pour le stock et ainsi de suite. Donc je pourrais envisager tout un ensemble de web services. Bon, nous, on va faire des choses simples, on va en considérer qu'un seul, celui de manipulation de nos articles. Très bien. Alors maintenant, il faut savoir, les web services dans Tomcat, ils ne sont pas directement supportés. Donc il me faut un logiciel qui fournisse tout ce qui est nécessaire pour pouvoir correctement exécuter un web service de type RESTful en Java. Alors il y a un logiciel qui existe. Il s'appelle Jersey. Histoire d'être sûr de ne pas tomber sur d'autres pages web, je vous propose de rechercher Jersey Web Service. Et donc ici, on a un projet donc, qui est compatible avec ce standard. Notez, à ce niveau-là, vous pouvez télécharger le logiciel Jersey. En vérité, il s'agit de plusieurs jars, de plusieurs librairies. Jersey a des dépendances sur quelques librairies complémentaires qui vous sont fournies. Vous avez un petit tuto ici, toute la documentation sur l'API afin de pouvoir correctement utiliser le logiciel Jersey. Bon, pour ma part, j'ai déjà un petit peu préparé le terrain. Et donc, regardez, au niveau de mon application web Java, dans le web content, c'est-à-dire dans ce qui va être déployé au niveau du serveur, j'ai un dossier qui s'appelle webinf. C'est un dossier classique, il ne faut surtout pas changer son nom, il doit s'appeler ainsi. Il y avait un répertoire libre. Normalement, le répertoire libre est créé dès le début du projet, sauf qu'il était vierge. Bon, vous avez vu, j'ai téléchargé Jersey et j'ai mis toutes les librairies qui venaient avec Jersey, y compris ses dépendances, dans le projet. Donc, on a Jersey. Maintenant, ce qu'il faut, c'est configurer ce Jersey. Il y a une petite partie de configuration. On le fait une fois pour toutes normalement. Après, on ne revient plus sur ce fichier. On le fait vraiment une fois pour toutes. Sauf que pour le moment, vous ne l'avez pas. Cette configuration, elle est localisée dans mon fichier web.xml. Alors vous, normalement, vous ne devriez pas encore voir ce fichier-là. Comment je fais pour avoir un tel fichier? Alors c'est un fichier XML. On a besoin d'avoir toutes ces définitions-là. Je vous recommande surtout pas de les taper. Si vous les tapez, il y a de fortes chances que vous fassiez des petites erreurs de syntaxe au niveau de ces déclarations. Du coup, ça vous embêtera, ça vous posera quelques petits problèmes. Donc le mieux, c'est de venir sur cet élément-là au niveau du projet. Ça, c'est ce qu'on appelle le descripteur de déploiement. D'accord, c'est ce fichier XML. Ça, c'est une vue au niveau, high level, sur ce fichier. Regardez, là, il y a différents éléments, notamment des servlets, servlet mapping, des welcome page. Vous voyez, on retrouve ces éléments à ce niveau-là. Eh bien, si vous cliquez sur cet élément-là et que vous faites bouton droit et que vous demandez un Generate Deployment Descriptor Stub, normalement, ça vous crée déjà un fichier web.xml avec une coquille de base, si vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à renseigner ce qui est nécessaire. Ce que j'ai dû rajouter, c'est ça. J'ai simplifié le Welcome File List, ça je l'ai un petit peu restreint, mais surtout, j'ai modifié les parties qui sont ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? J'ai rajouté ce qu'on appelle une servlet. Une servlet, c'est un bout de code qui va réagir à une requête HTTP. Ce bout de code, en vérité, il m'est fourni directement par la librairie Jersey. Il s'appelle Servlet Container. C'est une classe. Il faut savoir que ce Servlet Container, son travail, son job, c'est d'arriver à retrouver tous les web services qui sont déclarés dans votre projet. Cette recherche va lui coûter un petit peu de temps. Regardez, j'ouvre mon projet. On est dans la partie Java, SRC. Il faut bien comprendre que les sources ne sont pas déployées sur le serveur en production. Donc c'est pour ça que le dossier SRC n'est pas dans le web content. Dans le web content, on va mettre les fichiers compilés. Compilés à partir de ces sources, bien entendu. Et donc ici, j'ai un petit peu de code. Alors c'est vrai que sur ce projet-là, il n'y a pas grand-chose, je vous l'accorde. Ça reste une démonstration. Sur un projet réel, ici, il peut y avoir vraiment un grand nombre de classes. Rechercher les web services dans tout ça, ça peut lui prendre un temps plus ou moins fort. Donc si vous voulez l'aider, vous allez spécifier
un paramètre supplémentaire qui lui permet de dire où sont stockés vos services web. Du coup, au lieu d'aller regarder l'intégralité du projet, il va regarder que le dossier en question. Et le dossier en question, le package en Java, hein, c'est fr.cours.webstore.rest. D'accord ? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouton droit, copy qualified name. D'accord ? Et regardez, si je supprime là tout ça, et si je fais bouton droit, paste, bah, ça vous copie le nom complet. Ça vous évite les fautes de frappe, donc je vous invite à procéder en copier-coller. Le load on startup ici, c'est pour garantir que toute cette partie d'init bah, soit gérée au démarrage de votre serveur et non pas à la première demande utilisateur. Donc ça, c'est le moteur de web service Jersey. Il est plus ou moins configuré. Il manque juste une chose. En gros, sur le serveur, vous allez pouvoir demander un certain nombre de choses. Comprenez, quand je vais ici demander cette page, là, on n'est pas en train d'invoquer un web service, on est en train de demander une page HTML. Jersey n'a donc rien à faire à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va convenir, c'est que par contre, si on demande /rest/ quelque chose, on verra le quelque chose en quelques minutes, bah là, on s'attend à avoir des web services. C'est exactement ce qui est dit ici. Regardez, le servlet name ici, c'est un nom logique. Vous auriez pu choisir n'importe quel nom. Ce nom est en lien avec celui-ci. En gros, hein, si vous avez déjà codé la servlette, vous copiez-collez le servlet name. Vous voyez, par copier-coller, au moins comme ça, ça évite toute faute de frappe. Et ce qu'on est en train de faire, c'est le lien entre ce bout de code-là et les URL sur votre application que vous allez demander. D'accord ? Donc du coup, si on fait localhost /webstore, le nom de l'application, /rest, on demande un des services web hébergés par le serveur. Alors après, lequel ? Ça, c'est pas dit à ce niveau-là. Ça, c'est dit un petit peu plus loin, on va le voir dans quelques secondes. Donc là, normalement, une fois que vous avez tapé ça, la configuration de Jersey, elle est terminée. Il sait que vos web services sont à un endroit bien précis. Il sait qu'ils répondent à des URL qui commencent par REST au niveau de votre application web. Très bien. Maintenant, le web service, il est ici, vous vous en doutiez, étant donné le nom du fichier. Alors avant de vous le montrer, préalablement, je vais vous montrer ces deux classes. Comprenez une chose, ça reste une démonstration. Je n'avais pas envie d'avoir une quantité de code phénoménale et de vous noyer sous des tonnes et des tonnes de choses relatives à Java. Mon objectif ici, c'est juste de vous présenter jQuery. Java, c'est en support à tout ça, mais ce n'est pas le sujet premier. Néanmoins, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, je vous renvoie sur mon site web, cours.fr, et vous retrouverez dans la section Java tout un ensemble d'informations sur ces sujets. Vous avez notamment un support de cours qui vous explique tout de A à Z sur les web services avec Jersey. Très bien. Bon. Maintenant, revenons sur notre projet. Comme je ne voulais pas avoir une trop grosse quantité de code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le projet à son strict essentiel et j'ai simulé une base de données. Je n'ai pas cherché à me connecter à une base de données. Donc regardez, ici j'ai une classe article. Cette classe article, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai un article, un ID, c'est sa clé primaire, l'identifiant. On a une description. Je ne sais pas, vous vendez un stylo, voilà. Une marque, pourquoi pas, Bic ou je ne sais quoi, et ici, le prix de cet article. Ensuite, nous avons des constructeurs qui me permettent de produire des objets, et puis j'ai procédé avec des get et des set de manière traditionnelle au cas où un jour je voudrais ajouter des contraintes particulières sur mes articles. Pourquoi pas? J'ai aussi un toString qui me permettrait d'afficher un article au niveau du serveur Java, mais ça c'est un point de détail, c'est plus en termes de debug si jamais c'est nécessaire. Donc ici, j'ai la notion d'article qui est composée de 4 parties, un identifiant, une description, une marque, un prix. Très bien. À partir de là, ma base de données, c'est ça. Alors là, rigolez pas trop. On est d'accord, j'ai été un petit peu extrémiste. Et donc, j'ai fait une classe. Sur cette classe, j'ai un attribut statique, donc porté par la classe. C'est un tableau d'articles. J'ai appelé ça mon stock ou mon catalogue, comme vous voulez. Bon, du coup, j'ai mis un certain nombre d'articles quelconques à ce niveau-là. OK. Donc ça, c'est mon catalogue d'articles. Maintenant, comment je fais pour demander les données d'un article à ce serveur? Et comme on l'a dit, on va passer par ce web service.
Alors pour le moment, on va faire une chose. Je vous demande de faire abstraction complète des choses qui sont marquées en gris. J'y reviens dans quelques secondes. Si on oublie ça, ce qu'on constate, c'est que j'ai une classe, tout ce qui est de plus normal. Elle s'appelle article service. On n'impose strictement rien en termes d'héritage. Vous pouvez hériter vos services web de ce que vous voulez. Si vous avez besoin que ce soit une collection ou je ne sais quoi, vous pouvez faire un coup d'héritage. Après, j'ai des méthodes. Bon, ici, j'ai mis 3 méthodes de démo. Dans les faits, il n'y en a qu'une seule qui va m'être utile. Mais c'était histoire de vous proposer quelques exemples. On a ici un get article by ID. Je passe l'identifiant de l'article souhaité. Il récupère cet article et il me le renvoie. Bon, vous vous doutez, étant donné l'objectif de la page qu'on cherche à produire, c'est cette méthode-là qui va nous être utile. On pourrait imaginer qu'on ait un get articles qui me renvoie un tableau d'articles, pourquoi pas? On peut aussi imaginer qu'on ait un update article qui me permette de faire une mise à jour au niveau de mon stock avec des nouvelles données sur l'article. Bon, si on regarde cet exemple, c'est vrai qu'au niveau du code Java, on va dire il n'y a pas forcément besoin de connaître grand-chose pour être en mesure de pouvoir coder un web service. C'est tout à fait vrai. La seule chose qu'on vous demande de connaître, après, c'est un jeu d'annotation. Les annotations, ce sont ces choses-là, justement. C'est tout ce qui est en gris. Une annotation, ça commence par un arrobas. Et on va donc mettre des métadonnées sur chacune de vos méthodes. Ces annotations, ce sont des métadonnées. Et le logiciel qu'on a configuré tout à l'heure, à savoir Jersey, le servlet container ici, son rôle, c'était de trouver tout ce qui était web service, dit autrement, tout ce qui était annoté, et de faire un certain nombre de choses en fonction de ces annotations. Regardez, je vais commencer par quelque chose de très très simple. On va commencer par cette méthode-là. Alors, notez, cette méthode, elle est membre de la classe article service. Ça, c'est un nom de classe. Ce que je dis malgré tout ici, c'est que cette classe, elle est en lien avec la suite en termes d'URL. Alors je dis la suite parce que c'est après le slash rest. Ce que je vais spécifier au niveau de mon web service, c'est ce qu'il y a en lieu et place de cette étoile. Donc je dis que mon article, mon web service d'article, il répondra sous le nom slash article. Donc si ici je fais article, très bien, on devrait tomber sur ce web service. Sauf que le web service, c'est juste une classe. Moi, ce que je veux, c'est déclencher une méthode au niveau du serveur. Si je veux déclencher ce getArticle, notez que là, il y a encore une fois une annotation @pass. C'est la même que celle-ci. D'accord? Mais ça poursuit l'URL. Et ça dit que cette méthode, je la mets en lien avec la méthode getAll. Il y a un petit souci. Alors je vais certainement redémarrer mon serveur. Tout à l'heure je l'ai déployé, mais peut-être que le code n'a pas été correctement pris en charge. Donc regardez, je clique ici. Voilà, je redémarre. Voilà. Donc je pense que comme j'ai dû faire quelques modifications, les modifications n'avaient pas été redéployées. De temps en temps, vous m'avez vu faire, je rajoute des blancs ou autre et ça peut avoir des impacts sur ma classe. Bon, là, tout est bon. Et donc du coup, qu'est-ce que je viens de récupérer? Je viens de récupérer un flux textuel qui contient les données de mon catalogue. Regardez, le premier article, c'était un article de marque bidon. C'est bien ce que j'avais dans ma base de données. J'avais bien un article de marque bidon. Vous pourriez me dire, mais pourquoi là les marques sont en majuscules alors qu'elles ne le sont pas ici? Ça, c'est parce que j'avais joué pour vous faire voir l'intérêt des setters. J'avais fait en sorte, pourquoi pas, que quand on fixe une marque, que la marque soit obligatoirement stockée en majuscules. Bon, ça, c'est un point de détail. Je passe. Donc ici, on a récupéré donc nos articles. Et ce qui est important de voir, c'est que là, on est bien sur une méthode qui réagit à une requête de type get. Ça, c'est en lien à ce que je vous disais tout à l'heure. On a get, post, put et delete. Bon, ici, j'ai deux méthodes qui répondent à des requêtes de type get. J'ai une méthode, pourquoi pas, qui recevrait un put. Et puis surtout,
il y a cette annotation, elle est très importante. Bah, ici, qu'est-ce que je produis? Bah, vous voyez, on produit du JSON. En vérité, j'ai 3 valeurs possibles. Je peux renvoyer du plain text, de la chaîne de caractères. Je peux renvoyer un flux XML. Je peux renvoyer du JSON. C'est moi qui choisis. Donc pourquoi pas, ici, bah, j'ai renvoyé du JSON. Alors le JSON, c'est quoi? Bonne remarque. Regardez, on va le travailler ici. On va taper JSON. Et donc JSON, c'est JavaScript Object Notation. Donc en gros, c'est une notation de représentation d'objets basée sur la syntaxe JavaScript. On a détourné la syntaxe JavaScript. Vous le savez certainement, hein, pour créer un objet en JavaScript, on utilise des accolades. Regardez, je vais faire ici un tout petit exemple rapide. Var obj égale, là si je mets une accolade ouvrante, accolade fermante, après ce que je peux faire ici, c'est mettre des attributs. Regardez, attr1. Il faut savoir que sur les noms des attributs, les doubles guillemets ne sont pas obligatoires, mais elles sont conseillées pour des tonnes de raisons. Donc, dans le flux JSON, elles y seront. Je vais les remettre pour être identiques à un flux JSON. Cet attribut 1, il vaut 10. Je vais mettre un autre attribut, attr2. Lui, il vaut Toto. C'est une chaîne de caractères. On peut imaginer avoir comme ça autant d'attributs qu'on le souhaite. Si ici, je fais un console.log de obj.attr2, regardez, je vais réactualiser ma page dans mon navigateur. Alors, j'ai plus la page, donc je vais la redemander d'ici. Bouton droit, Run as un server. Je vais ouvrir en appuyant sur F12 ma console de debug. Et donc, j'ai bien mon Toto, hein, mon attribut 2, qui s'affiche. Si je veux l'attribut 1, j'ai 10. Et un jour, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de dire cette syntaxe-là, si je la détourne et que je l'utilise pour transférer des données sur du HTTP, on pourra très facilement régénérer un objet. Regardez, je vais faire un var stream. Voilà, j'ai reçu un flux, il m'est arrivé à partir du réseau. Et ce flux, là je le mets entre simple code. Pourquoi je le mets entre simple code? Parce que le stream que je vais mettre utilise beaucoup de double code, comme vous pouvez le constater. Regardez, je prends le flux là qui m'a été envoyé et je le mets ici. Cette chaîne de caractères, si j'arrive à la rapatrier à partir du serveur, on va voir ça dans quelques minutes. Là, pour le moment, je l'ai mis en dur dans le code. Mais si j'arrive à la rapatrier à partir du serveur, du coup, grâce à ça, je peux très rapidement remonter un objet. Regardez, je fais var obj égale. Et là, j'ai un objet qui s'appelle JSON. Je peux lui demander de faire un parse, c'est-à-dire d'analyser la chaîne de caractères et de me renvoyer l'objet équivalent. Je lui passe le stream. Normalement, j'ai remonté un objet. Alors, il faut comprendre que là, notre objet, c'est quoi? Un crochet ouvrant, hein, en JavaScript, c'est un tableau séquentiel. Un tableau, hein, indicé par position. Donc effectivement, j'ai un tableau de 5 articles. Le premier article, hein, celui à la position 0, à l'indice 0, c'est mon super stylo bille de marque bidon. Ce qui veut dire que si là, je fais crochet de 0, je récupère normalement un article. Et comme là, on a bien une accolade ouvrante, on est en train de remonter un objet qui aura un premier attribut brand, un deuxième attribut description, un troisième attribut ID article et un dernier price. Donc je peux récupérer un des attributs. Là, si tout se passe bien, je devrais afficher bidon. On vérifie. J'ai envie de dire trop fort JSON. C'est clair, un XML aurait été intéressant aussi. Mais il y avait deux lacunes. Première lacune, c'est que le XML, c'est relativement verbeux. Donc la bande passante, on a tendance à bien la consommer. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'en termes de volume de code nécessaire pour rapatrier les données à partir du flux XML, c'est pas que ce soit compliqué. J'ai envie de dire c'était relativement simple de manipuler un flux XML. C'était pas si compliqué que ça. Mais pour autant, c'était toujours plus de lignes de code que si j'utilise du JSON. En JSON, c'est quasi gratuit. Pour restructurer un objet à partir du stream, ça me coûte une ligne. On verra, hein, avec jQuery, ça va me coûter 0 ligne. C'est encore plus fort. Mais au pire, ça vous coûte une ligne de code. Et vous avez régénéré des objets.
Regardez, je veux utiliser mon deuxième objet, c'est celui qui est en indice 1. Donc là, je suis capable de manipuler les données qui m'ont été renvoyées à partir du serveur. Je réactualise ma page, on a flashy. Très bien. Bon allez, je vous laisse ça en guise de démonstration, mais bien entendu, on fera des choses un petit peu plus subtiles par la suite. Très bien, je reviens sur mon web service. Vous voyez ici, j'ai une autre méthode. C'est encore une méthode qui répond à un get. Le pass, c'est get. Et là, c'est un petit peu plus subtil. Là, je veux récupérer un article. Je ne veux pas récupérer tous les articles, j'en veux qu'un seul. Lequel? Regardez, en gros, je vais me permettre de mettre l'indice de l'article derrière. On voit bien ici, je récupère le deuxième article, comme je suis indicé à partir de 0, et donc celui de marque Flashy que je viens d'afficher il y a quelques secondes. Comment ça a marché? Vous voyez ici dans mon pass, je peux avoir une zone entre guillemets variable. Et cette zone variable, je l'ai appelée ID article, je l'ai mis en association avec ce paramètre de méthode. C'est-à-dire qu'en fonction de l'URL qu'il va m'envoyer, il va extraire les informations dynamiques, si vous voulez, et va me les réinjecter directement sous forme de paramètres au niveau de mes méthodes. Du coup, moi, je saurai qu'on m'a demandé un article, celui d'indice, pourquoi pas 1. Du coup, j'ai plus qu'à retourner dans ma base de données et localiser l'article en question. Ce que je renvoie, c'est un article. Encore une fois, ici, on a dit qu'on voulait produire l'article au format JSON. Notez, ici, j'ai un article au format JSON. Allez, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Si parmi vous, il y en a qui doivent manipuler du XML, ou produire en tout cas du XML, il n'y a pas de souci. Au lieu de mettre un media type de type application JSON, vous changez à ce niveau-là et vous demandez à produire du XML. Alors il faut savoir que si je fais ça, je vais avoir un petit bug. Regardez, là l'application a été rechargée. Je fais F5. Vous avez vu, j'ai une erreur 500, j'ai une erreur au niveau du serveur. L'erreur m'est notamment affichée à ce niveau-là. C'est pas bien méchant. En gros, quand vous faites du XML, vous avez besoin de lui dire que cet objet-là qu'on retourne, que c'est la racine, c'est le root. De votre flux XML. Donc si vous voulez pouvoir travailler avec du XML, ce qui n'est pas le cas avec JSON, il faut rajouter une annotation sur votre élément racine. Du coup, regardez, la page a été réactualisée. Maintenant, j'ai produit un flux XML. Allez, je reviens en arrière, je supprime tout ça, j'en ai pas besoin. De toute façon, nous, on a décidé de travailler en JSON pour pouvoir faire de l'Ajax proprement avec notre page JavaScript. Donc du coup, je reviens ici. Désolé pour la petite démo XML, mais ça aurait dû marcher. Mais donc, je reviens sur du JSON. Le temps que le serveur redémarre. Et voilà. Voilà qui clôt ce que je voulais vous présenter sur la partie serveur. Maintenant que c'est fait, on va venir sur le vif du sujet, la partie cliente. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de récupération de données basées, pourquoi pas, sur du JSON. Donc, pour ce faire, je vais revenir sur mon support de cours. Et donc, on va travailler en deux étapes. En gros, on va voir, on n'a pas besoin de jQuery pour pouvoir récupérer ces données et les injecter dans la page. D'ailleurs, ma première manipulation un peu concrète le fera. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a un composant Ajax. Donc Ajax, c'est asynchronous JavaScript index.ml. Et le composant Ajax, il est fourni de base par JavaScript. Donc dans un premier temps, je vais vous faire voir comment on peut faire en JavaScript pur et dur. Et on va essayer de voir s'il y a des limites à l'utilisation de cette approche. Une fois qu'on aura bien vu tout ça, après on va s'intéresser à l'approche jQuery et voir qu'est-ce qu'elle complète, qu'est-ce qu'elle donne comme information supplémentaire. Alors, pour revenir à cet Ajax, en vérité, l'idée c'est de faire donc des appels asynchrones. Le asynchrone, c'est peut-être la partie la plus importante. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est je demande une requête HTTP pour rapatrier des données,
Mais on peut imaginer que dans ma page, il y ait des animations. Tant que je n'ai pas reçu les données, il ne faut pas bloquer la page JavaScript. Si je fais un appel synchrone, pendant le temps du transfert, la page est complètement gelée. Toute animation serait suspendue. Ça peut avoir des effets graves sur le rendu visuel et ainsi de suite au niveau de votre page. Donc il est très préférable de faire des requêtes asynchrones. Ça veut dire qu'on a besoin d'une callback, et donc d'une fonction de rappel, et quand les données seront revenues au niveau de mon navigateur, je serai notifié que les données sont là. Et donc je vais avoir une méthode, une fonction qui va déclencher. Bon, deuxième partie importante dans l'acronyme, bon, JavaScript. Effectivement, on va manipuler tout ça via du JavaScript. Jusque-là, pas de souci. Et le X, il vient de XML. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, on n'avait pas vu les possibilités JSON, on ne les avait pas encore trouvées, et donc les premiers échanges qu'on avait faits étaient au format XML. À l'époque, c'était la folie du XML, et on ne se posait pas encore trop les bonnes questions, et on n'avait pas encore forcément vu qu'il allait avoir des gros impacts au niveau des performances. Donc on était parti sur de l'Ajax. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on fait de l'Ajaj. Bon, ça, c'est un acronyme que je viens d'inventer, il n'existe pas vraiment, mais c'est de l'asynchronous JavaScript and JSON. C'est vrai qu'aujourd'hui, le JSON, même si on parle encore d'Ajax, le JSON a complètement remplacé le XML. Et l'idée de tout ça, c'est donc de faire une requête pour télécharger des données, mais sans décharger la page. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est de garder la page web en cours d'affichage, et juste de la mettre à jour en changeant que les données qui vont évoluer. Et là aussi, le fait de faire de l'Ajax en termes de bande passante, c'est vraiment un gain phénoménal. Parce qu'avec les anciennes manières de faire, on rechargeait à chaque fois systématiquement une nouvelle page. Donc on rechargeait les images, on rechargeait les flux JavaScript et ainsi de suite. Tandis que là, on ne chargera que les datas, que les données qui ont changé entre un clic et un autre clic. Très bien. Donc ici, ce que vous avez, c'est donc un petit exemple d'utilisation de l'objet Ajax qui est fourni de manière intrinsèque à JavaScript. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une API V2. Là, ce que je vous propose, c'est vraiment la deuxième version de l'API. Le onload, le onerror ici, c'est l'approche moderne. Avant, on avait une autre approche, je ne sais pas si je peux trouver un exemple rapide, mais si je tape XHR, XHR c'est XML HTTP request. J'y reviens dans quelques instants. Et si je tape un onReady state change, ça c'était la méthode précédente qu'on utilisait, c'était le gestionnaire d'événements principal. On crée un objet de type XML HTTP request et on accrochait notre seul et unique gestionnaire d'événements qu'on avait à l'époque, c'était le onReady state change. Et en gros, cette méthode était invoquée en permanence. À chaque changement d'état, on avait un appel sur cette fonction. Donc nous, il fallait qu'on attende d'être sur le ready state 4. 4 voulait dire j'ai complètement téléchargé les données sont arrivées côté navigateur. Par exemple, le ready state 1, c'était ouverture de la connexion HTTP. Ça ne m'intéressait pas forcément. Moi, je ne voulais pas juste ouvrir la connexion. Je voulais surtout que les données, elles reviennent. C'était ça qui m'intéressait. Donc, il fallait qu'on vérifie le ready state 4. Et puis après, il fallait qu'on regarde aussi le statut code. Si on avait un statut code 200, c'est que tout s'était bien passé. Si on avait un 500, c'est qu'il y avait eu un problème côté serveur. Donc il fallait ici faire un else pour éventuellement traiter les cas problématiques. Bon, c'était un petit peu fastidieux à gérer cette solution-là. Donc avec la nouvelle approche, on vous propose une API simplifiée. Le onload ici, c'est si la page est complètement arrivée en succès dans votre navigateur. Donc c'est l'équivalent du ready state à 4 et du statut HTTP à 200. Le onerror, c'est en cas d'erreur. Donc vous n'avez plus besoin de vérifier ces états-là. Vous dites simplement en cas de succès, je déclenche cette méthode. En cas d'erreur, je déclenche cette méthode. Je vous conseille très vivement d'utiliser bien entendu la deuxième approche qui est plus moderne et plus pratique à utiliser. Alors regardez néanmoins, il y a peut-être un petit point qui peut vous embêter. Il y a un site qui s'appelle Can I Use. Je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas si tout le monde a suivi les tutos précédents. Caniuse.com, ça permet de savoir si une technologie HTML moderne, d'accord, c'est en lien avec HTML5, CSS3 et DOM4. Vous tapez une technologie moderne et vous allez savoir si oui ou non il est correctement supporté au niveau de votre navigateur. Regardez, là on a le support de XML HTTP request.
Et je voulais voir si on trouvait le level 2. Bon, ben voilà, mais c'est le level 2, hein. On est en lien directement avec le niveau 2. Et donc là, on constate qu'on a un petit souci. Tous les navigateurs ne sont pas encore complètement compatibles avec cette nouvelle approche. Donc Ajax marche depuis le milieu des années 2000 dans quasiment tous les navigateurs, hein. Le premier à avoir inventé ça, en vérité, c'était Microsoft. Mais à l'époque, il proposait d'une autre manière. D'accord, c'est pour ça que là, sur l'approche V2, on ne l'a pas. Mais par la suite, tous les autres navigateurs ont repris cette idée-là. D'accord. Bon, on voit que l'API V2, elle n'est pas encore supportée parfaitement partout. C'est vrai que jQuery, elle utilise l'API V1 et fait en sorte de simuler les choses si on n'avait pas le navigateur correct. Parce qu'on verra, hein, mais dans jQuery, on a exactement les mêmes méthodes, les mêmes approches. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent du onload et l'équivalent du onError. On va y revenir. Bon, très bien, donc nous on va utiliser ça. Donc vous avez vu, je crée mon objet Ajax. Alors en vérité, il n'y a pas de classe Ajax. La classe, elle s'appelle donc XML HTTP Request. On peut accrocher un gestionnaire d'événements, ici le onload. Je peux dire ce que je fais en cas d'erreur, ce n'est pas une obligation. Et puis après, j'ouvre ma connexion. Et là, on retrouve les informations en lien avec les services web. Ici, vous allez mettre le type de requête que vous voulez établir. Est-ce qu'on est en get, en post, en put ou en delete? Ici, vous mettez l'URL vers le service web. Et à ce niveau-là, on a un booléen qui est extrêmement important. C'est le A de Ajax. Est-ce qu'on est async? Le nom du paramètre ici, c'est async. Est-ce qu'on est asynchrone? Oui, je veux être asynchrone. Si vous me mettez un false à ce niveau-là, vous allez faire un appel synchrone. C'est-à-dire que tant que les données ne seront pas arrivées, votre navigateur va être figé. Ne le faites surtout pas. Une fois qu'on a ouvert la requête, après, il faut transférer les données. Bon, sauf que là, on est en get, on n'a rien à transférer. Si on avait été en put ou en post, il fallait que j'envoie les données de ce que je cherchais à synchroniser sur le serveur. Ici, je ne veux que récupérer. Donc, je fais un send sans aucun paramètre. Bon, on va tester cette approche. Regardez, je reviens au niveau de mon JavaScript. Et donc, on est parti. Var. Alors, pour le nom de la variable, ici, je l'ai appelé request. D'accord? Mais tout dépend des gens. Il y en a qui l'appellent request, il y en a qui vont l'appeler XHR, ou pourquoi pas Ajax. C'est certainement les trois noms de variables qui reviennent les plus fréquemment. Allez, je vais faire XHR. C'est quoi? C'est un new XML HTTP request. Parfait. Je vais être optimiste. Ça reste de la démo, donc je vais considérer que le cas où tout va bien. Sur mon XHR, je vais ajouter un onload. Alors je pourrais utiliser un add event listener, hein, mais là on n'a qu'un seul et unique gestionnaire d'événements sur mon composant de transfert de données, donc je peux me simplifier la vie, pourquoi pas, et donc je vais accrocher ma fonction. Cette fonction, elle va vous renvoyer les données. Pour récupérer les données, ici je peux faire soit un console.log et je peux faire un this. This, c'est qui? Dans un gestionnaire d'événements, this, c'est l'objet sur lequel le gestionnaire s'invoque. Donc, c'est mon composant XHR. Ce composant XHR, vous avez vu ici, j'ai deux attributs. J'ai soit response text, qui est une simple chaîne de caractères, soit un response XML. Regardez, on va les tester tous les deux. Si ici, je fais response text, normalement, je devrais afficher ce qui m'a été renvoyé par le serveur. Du coup, il faut que je fasse un xhr.open. Donc on a dit qu'on voulait être en get et qu'il fallait spécifier l'URL. Alors du coup, regardez, je reviens à ce niveau-là et je reviens sur mes tests au niveau de mes web services. Où est ma page? Vous voyez, ma page, elle est accessible directement au niveau de Web Store, dans mon application Web Store. Là, c'est pareil. Mon web service, il est accessible directement dans mon application Web Store. Donc ce qu'il faut que je fournisse, c'est cette partie-là. Pourquoi? Parce que je suis à côté de la page. Donc relativement par rapport à la localisation de la page, je vais demander un article. Allez, pour le moment, je vais câbler quelque chose en dur. Je demande l'article de clé primaire 0. Puis on va rajouter le dernier paramètre. Quel est le type de requête que je veux faire? Bon, on veut être asynchrone. Une fois que j'ai fait ça, je fais un xhr.send.
Bon, ben regardez, je vais reprendre mon navigateur et on va aller dans notre page. Je réactualise. Ah, et j'ai un petit souci. Alors je vérifie ici au niveau du serveur, tout s'est bien passé. Regardez ici, vous avez un onglet qui est très sympathique, c'est Network. Cet onglet Network, ben, il vous permet de pouvoir voir ce qui se passe au niveau du réseau. Quand je demande ma page, qui est là, bon, ben, je télécharge ma page. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette page charge le fichier de JavaScript relatif à jQuery et charge mon code à moi. Bon, ben, regardez, on y retrouve le téléchargement de la librairie jQuery plus le téléchargement de mon fichier. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Ben, on a cherché à établir une requête Ajax. Bon, ben, on retrouve la requête Ajax à ce niveau-là. D'accord. Ce que je voulais vérifier, c'était qu'est-ce que j'avais reçu. Donc la requête Ajax a très bien marché et j'ai bien récupéré dans la réponse mon flux. C'est donc que j'ai fait une petite bêtise sur la saisie de ma ligne de code, je vais aller corriger ça. Mais en tout cas, ça vous a permis ici de vérifier que tout s'était passé correctement. On a le statut code à 200 et on peut vérifier qu'on a bien reçu la donnée en question. Notez que la terminologie de XHR que j'ai utilisée ici, on la retrouve vraiment très fréquemment. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le type de requête que j'ai pu effectuer au niveau du réseau. Pour le moment, j'ai sélectionné All. All, ça me renvoie toutes les requêtes. Si je clique sur JS, je ne vois que les requêtes JavaScript. Si je clique sur XHR, je récupère que les requêtes de type XML HTTP request. Donc, les données sont correctement arrivées. Donc, c'est là que je me suis trompé. Je viens de voir ma petite erreur. Donc, c'est response text. Impeccable. Bon, toujours pareil, les données sont arrivées au niveau du navigateur. Je peux vérifier en demandant la réponse. Et donc maintenant, au niveau de la console, je dois avoir ma chaîne de caractères qui correspond au flux JSON qui a été échangé. J'ai une autre possibilité, c'est au lieu d'utiliser le response text à ce niveau-là, je peux utiliser le response XML. Je réactualise ma page. Bon, là, ça m'affiche nul. Pourquoi? Parce que ce n'était pas du XML que j'ai envoyé. Mais au pire des cas, allez, je vais aller jusqu'au bout de la démonstration. Si je reviens au niveau de mon web service et si je change ici en disant que je veux du XML et si au niveau de ma classe, je rajoute le XML root element, j'attends le rechargement des modifications du code Java, normalement, je récupère un DOM, un document object model qui contient les éléments qui sont là. Mais donc j'ai bien un DOM que je vais pouvoir manipuler via la librairie DOM classique qui est existante au niveau de notre navigateur. Et là vous allez me dire oui, ok, on peut récupérer du texte, ok, on peut récupérer du XML. Mais nous, c'est pas ce qu'on a choisi. Nous, on a choisi de travailler en JSON. Et là, comment on fait? Il n'y a pas d'entrée spécifique pour le JSON. J'en ai pas, je suis désolé. La seule chose qu'on peut récupérer, c'est le response text. Donc, si je peux récupérer le response text, il ne me reste plus ici qu'à convertir ce response text en un objet. Regardez ici, je vais faire un var. On va l'appeler object ou article. Allez, article. C'est égal à quoi? C'est égal à json.parse de ça. Du coup, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche mon article. C'est ma responsabilité de décoder le flux texte si je veux utiliser JSON. Bien entendu, ce que je voulais afficher, c'était l'article. Et donc, regardez, je vois bien mon objet qui a été correctement reconstruit en JavaScript. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il ne me reste plus qu'à faire? Pourquoi pas, je fais un document.getElementById. Je lui donne le nom du champ que je veux remplacer.
je vais utiliser le for brand, pourquoi pas. Et sur ce span que je viens de récupérer, je veux changer son inner HTML et j'y mets quoi? J'y mets mon article.brand. Regardez, on y est presque. On commence à avoir des données qui sont réinjectées dans ma page. Ça, c'est le composant traditionnel qui est proposé directement en JavaScript et que vous pouvez utiliser sans ajout de librairie tierce. C'est directement supporté par le navigateur. On a utilisé l'API V2 qui est présente aujourd'hui sur la majorité des navigateurs, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques vieux navigateurs qui ne le supportent pas correctement. Donc dans quelques temps, on devrait avoir un support qui devrait approcher le 100%. Maintenant, si on veut faire du jQuery, est-ce que jQuery va pouvoir nous aider? La réponse est clairement oui. Alors pourquoi? On va poursuivre un petit peu au niveau de tout ça. Là, il y a une slide, je vais y revenir tout à l'heure. Je passe un petit peu ça, je vais y revenir. Voilà. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est donc l'approche jQuery. Donc on va voir, on va devoir créer un objet avec un certain nombre d'attributs. Vous avez ici une liste des attributs qui sont supportés, j'y reviens aussi dans quelques secondes. À ce niveau-là, vous avez un exemple de code. Donc, si je veux utiliser les extensions Ajax de jQuery, il faut savoir qu'elles sont portées par la fonction $. Alors attention, là je ne fais pas de sélection. On est d'accord, $, c'est le nom de la fonction de sélection jQuery. Mais là, non, là on s'en sert juste pour pouvoir localiser la méthode Ajax. La méthode Ajax est portée par la fonction $. Alors il faut savoir, cette fonction Ajax, elle attend un objet. Vous avez vu ici, je mets accolade ouvrante, accolade fermante à ce niveau-là, et je vais pouvoir définir un certain nombre d'attributs que je vais utiliser. La première chose que peut-être vous avez remarqué et qui est quand même vraiment pratique, bon, ça me fait gagner une ligne, je vous l'accorde, mais c'est quand même pratique, c'est qu'à ce niveau-là, j'ai un data type, d'accord? Il contient quoi? Soit texte, dans ce cas-là, je veux récupérer un flux texte. Soit XML, dans ce cas-là, je veux récupérer un DOM. Soit JSON, et dans ce cas-là, je veux récupérer un objet JavaScript. En fonction du data type que vous allez fixer ici, quand vous serez dans la méthode success, le success ici, c'est l'équivalent du onload traditionnel. Ce que vous récupérerez en paramètre ici, c'est directement un objet JSON, un objet JavaScript. Donc là, je vais récupérer mon article, clairement. Bon, toujours pareil, je vais être optimiste, je ne vais pas gérer le error. Donc regardez, je reviens à ce niveau-là. Je dis quoi? Je dis que je veux récupérer la méthode Ajax que j'ai au niveau de jQuery. Je vais lui passer un tableau de données qui va permettre de qualifier l'appel Ajax que je vais faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je spécifie? En premier lieu, l'URL. L'URL, on ne va pas se compliquer la vie. Pour nous, c'est qui? C'est la même que précédemment. Alors, néanmoins, je vais quand même la modifier. Tout à l'heure, je vous ai fait grâce d'une petite difficulté. Mais il faut savoir qu'il y a un piège assez classique et récurrent avec Ajax. Un navigateur, il est capable de garder des données en cache. C'est-à-dire que si vous avez établi une requête il y a 10 minutes, si aujourd'hui vous rétablissez, si maintenant vous rétablissez la même requête, il y a une probabilité pour que vous ne soyez jamais allé au niveau du serveur et qu'on ait directement récupéré dans le cache du navigateur le résultat qui avait été acquis précédemment. Sauf que si entre-temps les données ont changé au niveau du serveur, votre page web ne va pas forcément restituer cette modification. Donc ça, c'est vraiment un gros piège sur lequel les développeurs tombent assez fréquemment. Et si vous voulez éviter ce problème-là, il y a une astuce vraiment très simple, c'est de systématiquement garantir que l'URL sur laquelle vous allez envoyer soit unique. Et le meilleur moyen pour qu'elle soit unique, c'est de rajouter un paramètre. Je vais mettre TS ici. TS, c'est timestamp. Et là, je vais y mettre quoi comme valeur à ce paramètre TS? Je vais lui concaténer le temps en millisecondes au moment où la requête est établie. En gros, si vous faites régulièrement des requêtes,
pourquoi pas toutes les secondes ou un petit peu plus espacé. Dans tous les cas, vous aurez un timestamp qui sera différent et donc vous aurez généré une URL différente. Donc du coup, s'il y a 5 minutes, on a déjà téléchargé la donnée, c'est pas grave, il va quand même se reconnecter au serveur et récupérer la donnée la plus à jour. Bon, si maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est les perfs et que vous dites que vous avez un faible taux de remise à jour au niveau du serveur, vous pouvez éventuellement profiter du cache, il n'y a pas de souci. Bon, mais là, moi, je veux être certain d'être allé au niveau du serveur HTTP. Je ne veux pas récupérer quoi que ce soit au niveau du cache, c'est ce que je suis en train de dire en rajoutant ce paramètre. Alors pour certains, peut-être que vous allez vous dire, tiens, ça semble un peu être bidouille, hein. Mais non, c'est vraiment la solution classique et traditionnelle, elle est couramment utilisée. Après, on avait besoin de quoi? Le data type. Donc, je le rajoute. Et donc, on est quoi? On est JSON. À partir du moment où j'ai mis un data type JSON, d'accord, dans le success, qui est la méthode en cas de téléchargement en succès de nos données, ce que je vais récupérer en paramètre, vous aviez vu ici, on avait un paramètre. C'est directement la donnée JSON. Mais déjà décodée. Donc, pour moi, c'est mon article. Donc ça, en gros, c'est l'équivalent de tout ça. Il me reste juste une seule chose à faire, c'est récupérer l'élément forBrand et lui injecter la chose qui était là. Bon, bien entendu, je vais le faire plutôt à la sauce jQuery pour comparer. Donc je vais récupérer celui qui a comme ID forBrand. Une fois que j'ai ma sélection qui est établie, pour tous les éléments de la sélection, sachant que j'en ai qu'un seul, je vais changer quoi? Son texte. Son texte ici, c'est Brand. Regardez, pour vérifier que ça marche bien, je vais mettre un point d'exclamation. C'est pour être sûr qu'on soit sur la nouvelle version et pas sur celle précédente. Donc là, c'était l'article bidon tout à l'heure. J'ai bien maintenant mon point d'exclamation, j'ai fait F5. Donc, ça a correctement fonctionné. Notez, si je reviens sur Network, j'ai toujours eu ma requête qui est partie, sauf que maintenant, on voit bien passer le timestamp. Vous avez l'URL dans l'infobulle juste en dessous, et donc il a mis ce timestamp. Regardez, ça finissait par 583. Si je réémets une requête, maintenant on est 903. 417. 138. Vous voyez, à chaque fois, là je parle que des 3 derniers digits, mais à chaque fois, on a une requête unique. Bon, du coup, j'ai envie de poursuivre la manipulation. Donc pour poursuivre la manipulation, je vous propose de changer un petit peu les choses. Là. Le mieux, peut-être, serait d'avoir une variable. C'est l'identifiant de l'article qu'on cherche à afficher. Par défaut, c'est 0. On pourrait avoir une méthode loadArticle. Une fonction, excusez-moi. Cette fonction, c'est le code qu'on avait ici. Regardez, je le déplace. Et je mets ça dans mon loadArticle. Du coup, bien entendu, il faut faire la même chose pour les 4 attributs. Donc ici, je vais récupérer la zone pour l'identifiant, la zone pour la description et la zone pour le prix. Du coup, ici, à chaque fois, je vais remettre le bon identifiant, le bon attribut, à savoir ici l'ID article, ici simplement la marque, non, c'est ici la marque, autant pour moi, là c'est la description, et ici le prix. Du coup, au chargement de la page, qu'est-ce que je fais? Je load l'article 0. Regardez, arrivé à ce stade-là, on a bien notre identifiant à 0, notre description c'est un super stylo bille, une marque et on a un prix. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est à pouvoir cliquer sur mes boutons. Regardez, je reviens au niveau de ma page HTML, elle est assez basique, donc c'est une page somme toute assez classique, et elle possède ici 2 boutons que j'ai identifiés, BTN Previous, BTN Next. Bon, eh bien, depuis le tuto précédent, on est passé maître dans l'art de rajouter des gestionnaires d'événements. Donc, on va faire simple. Je vais faire un $de BTN Previous et je vais rajouter un clic. Du coup, la fonction sera celle-ci.
Donc ça, c'est mon bouton Previous. Bah, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Bah, je vais aller décrémenter mon ID article. Sauf que bah, je sais que j'ai 5 articles identifiés de 0 à 4. Ça reste un prototype, hein. Je vous laisse éventuellement étoffer la démonstration pour aller plus loin. Mais moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire simple. On va tourner en rond. Si je suis inférieur à 0, bon, c'est vraiment basique, hein, mais c'est pour la démo. Bah, dans ce cas-là, je repars à 4. Qu'est-ce que je fais après? Bah, si mon article a changé, bah, je recharge mon article. Du coup, regardez, on peut faire exactement la même chose pour l'autre bouton. Donc ça, c'est BTN Next. D'accord? Bah, au lieu de faire un moins, on va faire un plus. Donc si jamais à un moment donné, on est supérieur à 4, bah, c'est que j'ai dépassé d'un côté. Bon, bah, du coup, je repars à 0. Dans tous les cas, qu'est-ce que je fais? Bah, dans tous les cas, je recharge mon article. Bah, regardez, là, je pense que la démo devrait commencer à être assez sympathique. On a bien les données de l'article 0 qui sont affichés. Notez qu'on a eu une première requête à ce niveau-là. Je clique sur Next. Ben, j'ai établi une nouvelle requête. Par contre, j'ai une petite coquille. Je suis encore sur l'article 0. C'est parce que ici, je suis idiot, bien entendu. Il faut que je mette plus ID article si on veut que ça puisse correctement fonctionner. Bon, petite coquille. On reprend. Je clique sur Next. Ben voilà. J'ai les données de l'article 1. Vous avez vu, j'ai une nouvelle requête qui est partie. 2, 3. Et vous voyez, à chaque clic, bah, j'ai une requête qui repart au niveau du serveur. On voit bien ici les indices. Hein. On est en train de cycler sur tous mes articles. Bon ben voilà, la démo semble correctement fonctionner. Donc cette page-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est chargée qu'une fois. Par contre, après, on charge le delta de données nécessaire pour mettre à jour le contenu de la page. L'avantage de ce genre de page-là, alors pour vous montrer un avantage, je triche un peu avec mon ascenseur. Regardez, je déplace ici mon ascenseur. Quand je clique sur Next, je n'ai pas un rechargement de la page intégrale. Donc on reste à la position sur laquelle on était. Avec les technologies historiques, on aurait rechargé une nouvelle page complète qui aurait contenu les données de l'article. Du coup, à chaque fois, l'ascenseur aurait été remonté en abscisse 0. En ordonnée 0. Très bien. Bon, je réaffiche correctement ma page. Et donc là, on a une page Ajax qui échange des données JSON avec un service web. Un service de type RESTful. Très bien, donc la petite démo sympathique. Ici, vous avez l'approche Ajax jQuery. Ici, vous avez l'approche Ajax classique et traditionnelle. Ici, vous avez une explication de comment la donnée est décodée à partir du flux JSON. Il y a un JSON.parse qui a dû être exécuté. Ici, le JSON.parse était de notre responsabilité. Si on travaille avec Ajax, il est fait de manière complètement automatique. Bon, à savoir, j'ai passé 2-3 petites choses. Donc, je vais revenir déjà sur les attributs de l'objet de configuration de l'objet jQuery que je peux utiliser. Donc, l'URL, on a vu, c'est l'URL d'attaque de notre service web. Le type, le type permet de dire quel est le type de requête que vous voulez faire. Il faut savoir que par défaut, on fait du get. C'est pour ça que la démonstration a très bien marché et que j'ai bien réussi à récupérer mes articles. Mais j'aurais pu faire du get, du post, du put ou du delete. On a le data type qui me permet de choisir la nature des données que je veux échanger. Le success, la callback en cas de succès. La failure, la callback en cas d'échec. Notez qu'on a un certain nombre de paramètres en cas de failure. Je les ai remis ici. Très bien. On a d'autres attributs qui peuvent être utilisés. On a le timeout. C'est un délai exprimé en millisecondes. Et au-delà de ce délai, si jamais le serveur n'a pas réussi à produire les données, le navigateur va mettre fin à la requête. Bon, du coup, on passera en failure, on n'aura pas reçu de data. On a un before_send qui est une méthode qui peut être exécutée juste avant l'envoi des données. Il faut savoir qu'on peut éventuellement réutiliser un objet Ajax. Donc du coup, le before_send peut être utile. Et on a le async qui vous permet de spécifier si oui ou non on est asynchrone, en sachant que par défaut, bien entendu, on est asynchrone.
C'est pour ça que je ne l'ai même pas mis dans l'exemple. Je ne veux même pas vous suggérer la possibilité de pouvoir faire du synchrone. Très bien. À savoir, hein, on a quelques méthodes qui nous permettent de simplifier tout ça. Ça, c'est dans le cas où on ne veut que considérer que le cas où on est en succès. C'est-à-dire on est super méga optimiste. D'accord. Et du coup, ici, je peux directement dire je change le contenu d'une zone qui a été identifiée en injectant dedans le contenu textuel de ce qui a été chargé. Ça prend le texte brut et ça l'envoie dans la zone de texte. Dans ce cas-là, on n'échange pas du JSON. Dans ce cas-là, on échange du text plain. Et puis aussi, c'est pareil, on a à peu près la même chose. On veut récupérer par contre du JSON et pas du text plain, mais on considère que tout va se passer en succès. D'accord. Bon, c'est une forme un petit peu compacte, c'est $.getJSON, vous fixez l'URL et la fonction qui récupère le flux. Bon, ici, je fais un clin d'œil à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Au niveau de l'URL, si vous voulez éviter les problématiques de cache, n'oubliez pas de mettre un timestamp histoire de garantir une URL unique. Et puis surtout, je voulais, finir avec un dernier petit détail que j'ai passé tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a quand même une sacrée limite au niveau d'Ajax. Pourquoi on a une sacrée limite? Parce que, en gros, vous ne pouvez télécharger des données avec un composant XHR ou avec le composant Ajax de jQuery que et uniquement que à partir du serveur à partir duquel la page a été téléchargée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette page-là, elle a été téléchargée à partir de localhost pour l'application Web Store. Ça veut dire qu'avec un composant XHR, je ne peux émettre une requête que et uniquement que vers ce serveur. Si vous essayez d'établir une requête vers autre chose, vous aurez inexorablement une erreur qui sera produite. D'accord. Il y a d'autres techniques pour télécharger du JSON à partir d'un serveur distant. Mais avec XHR, vous ne pouvez atteindre uniquement que le serveur d'où provient la page qui exécute le code JavaScript. Parfait. Donc n'oubliez jamais cette petite règle parce que sinon vous allez un petit peu batailler. Bon, c'est ce qu'on appelle les règles de sécurité cross-domaine. On ne peut pas faire d'appel cross-domaine avec un composant XHR. Bon, parfait pour tout ça, et voilà qui clôt l'ensemble des informations que je voulais vous montrer relativement par rapport à Ajax. Du coup, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le repartager si c'est le cas, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, à savoir, pour le prochain tuto, on va parler de jQuery UI. Alors, qu'est-ce que c'est que jQuery UI? jQuery UI, c'est un module complémentaire à jQuery qui permet de proposer des composants graphiques de User Interface. UI, c'est User Interface. On verra, on peut avoir des accordéons, j'en ai un peu parlé, on peut avoir des onglets, on peut avoir des barres de menu, on peut avoir des composants de saisie de date, et ainsi de suite. Donc, le prochain tuto vous présentera ce module-là. Bon, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto.